Bonjour, vous êtes bien connectés à notre chaîne de podcast Développe ton zeste. Merci d'être fidèles pour notre 65e épisode. Vous êtes très nombreux à nous écouter et même à nous suggérer des thématiques. Alors cette thématique aujourd'hui de la sécurité psychologique dans les équipes et dans le management ne nous a pas été suggérée, mais je l'ai choisie parce que je suis en fin de période d'animation d'équipe de façon assez intensive et c'est un élément de contexte que j'ai rencontré à plusieurs reprises et je me suis dit que ça valait le coup de pouvoir peut-être éclairer, aider, donner des pistes de réflexion, voire peut-être même des leviers de transformation au sein de vos équipes. Je suis Corinne Lannepavant, je dirige Vista Partners et le coaching est Symbolis en santé au travail et j'accompagne des équipes, des dirigeants, des managers dans leur prise en main de développement de potentiel, de développement de capacités et de compétences, en particulier dans ce qu'il est communément appelé les soft skills. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder ce concept de sécurité psychologique qui a été mis à jour et valorisé par les travaux de Amy Edmondson. Je me suis énormément inspirée d'un ouvrage que je cite immédiatement parce que si le podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous documenter de façon plus précise. Il s'agit de l'entreprise sereine, la sécurité psychologique, levier d'une organisation performante, apprenante et innovante par Amy Edmondson, qui a plus de 20 ans d'expérience et de collaboration à Harvard Business School. Voilà. Alors de quoi va-t-on parler ? Nous allons parler peut-être d'un rêve pour vous. Avez-vous déjà envisagé, dans le cadre peut-être de la marque employeur, dans le cadre du travail que vous faites sur vos recrutements, sur la rétention des collaborateurs, avez-vous déjà eu connaissance du sondage Gallup de 2017 que Amy Edmondson a consulté en 2022 qui explicite que 3 salariés sur 10 seulement se disent tout à fait certains que leur opinion compte au travail. Selon ce même sondage, en élevant ce ratio à 6 salariés sur 10, les organisations pourraient réduire de 27% la rotation de leur effectif et de 40% les incidents de sécurité et même améliorer de 12% leur productivité. Ça fait rêver. Oui, j'imagine que ça fait rêver à une période où les recrutements sont en tension, où la fidélisation reste complexe, où on vous parle d'un monde VUCA ou VUCA, puisque nous l'avons abordé dans d'autres podcasts. J'imagine que vous vous dites qu'un levier pourrait vous accompagner, vous aider à transformer cela. Alors, ce n'est pas une baguette magique qui révolutionne tout, évidemment, il y a d'autres facteurs, mais nous allons aborder cette notion de sécurité psychologique, excusez-moi, j'étais sur mon écran à ce moment-là, sur le timing. Nous allons aborder qu'est-ce que cette sécurité psychologique de façon très pragmatique, vous nous connaissez dans les podcasts, donc même vous donner à un moment une possible mesure du niveau de sécurité psychologique au sein de vos équipes, cette question à vous poser pour observer ça. Évidemment, nous aborderons les 3 P en analyse réactionnelle pour arriver à BDH, je laisse le suspense, qui concerne vraiment le trépied de la sécurité psychologique. Nous sommes obligés de parler du droit à l'erreur ou du test and learn et d'expérimentation, de décoder ça, c'est-à-dire quels sont les 3 types d'erreurs dont on parle, en quoi ça s'appuie aussi sur cette mentalité en développement, puisque c'est aussi des travaux qui ont été menés par Carol Dweck, qui est une psychologue renommée. J'y reviendrai dans le podcast. Et enfin, vous donner des conseils, suggestions pragmatiques, y compris même du vocabulaire, et vous aurez la possibilité de me demander en mode message privé l'auto-évaluation qui est proposée dans l'ouvrage que je vous enverrai bien volontiers. Alors démarrons.
Si vous restez à l'écoute, c'est que vous n'avez pas été insensible sur cette possibilité de réduire 27% de la rotation de vos effectifs et d'augmenter de 12% votre productivité. Je vous comprends. Comment rester insensible à cette possibilité-là ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire instaurer un climat de sécurité psychologique ? Ça veut dire déjà le fait que les membres d'une équipe pensent qu'ils peuvent partager des idées ou des erreurs sans se sentir gênés ou en risque de le faire. Là, nous parlons du climat qui est un climat sain au niveau psychologique. Ça veut dire vraiment que pour créer ce climat, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez être attentif et sur lesquelles vous pouvez agir. Donc c'est déjà intéressant de le savoir en tant que tel, puisque ça n'est pas forcément que de subir un héritage. Si vous êtes manager qui prenez en main une équipe, peut-être avez-vous, entre autres, un héritage qui vous est transmis, un historique dans le cadre de cette équipe. Ça, vous pourrez le savoir et faire appel à nos services, entre autres avec un questionnaire qui vous permet de mesurer pendant un an, en libre, on va dire diagnostic, avec un outil qui est extrait des travaux de neurosciences que nous mettons à votre disposition, que nous pouvons impulser par le biais d'une demi-journée d'une première restitution, et ensuite qui vous permet de pouvoir évaluer vos évolutions au sein de votre équipe et entre autres de peut-être identifier s'il y a un héritage ou pas dans les dysfonctionnements que vous avez constatés en prenant en main votre équipe. Bon, imaginons que là, vous êtes avec une équipe pour laquelle vous vous dites « je perçois » qu'ils ont peut-être du mal à certains moments à exprimer. Je les trouve même un peu passifs. Je peux même constater qu'ils n'osent pas sortir des sentiers battus, peut-être même proposer des choses qui ne se seraient pas faites par le passé. Leurs propositions restent assez conventionnelles ou voire même, j'ai l'impression que des choses m'échappent en réunion et que Radio Moquette, il se passe des choses plus intéressantes lorsque Radio Moquette fonctionne dans les couloirs, dans la machine à café ou dans certaines réunions à distance, alors que lorsque je les ai face à moi, finalement, ils ne décrivent ou ils ne précisent ou ils ne parlent pas forcément de certaines choses réelles ou qui dysfonctionnent. Si vous en êtes là, oui, ça veut dire que peut-être dans votre contexte, il y a un contexte qui n'est pas suffisamment favorable à exprimer ou proposer des améliorations. Alors, dans les études qui ont été menées, entre autres, elle a démarré, donc Amy Edmondson a démarré dans des aspects cliniques. Elle a ensuite diagnostiqué dans des études, auprès d'études de contexte très industriels avec près de 52 équipes dans des métiers très différents. C'est ça qui est intéressant dans l'ensemble de la compilation des études. Je reviendrai d'ailleurs sur une étude, entre autres, chez Google. Et donc, dans le cadre de ces études, elle a fait une corrélation entre le fait de travailler dans un contexte de sécurité psychologique fort, génère des comportements qui vont stimuler ce diagnostic des problèmes, qui vont stimuler le fait d'éradiquer des difficultés, des dysfonctionnements pour améliorer des processus de façon constante. Ce que je constate, et qu'elle a constaté aussi évidemment, mais ce que je constate que lorsqu'on nous appelle pour intervenir sur permettre d'en arriver à cette sécurité psychologique forte qui aide à proposer des améliorations, c'est un mécanisme quand il n'est pas présent, quand les gens ne se sentent pas en confiance, ils vont cacher sous le tapis. Alors c'est mon expression, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas oser proposer des améliorations, des pistes innovantes ou créatives de résolution de problèmes, voire même quelquefois, ils ne vont même pas nommer ou identifier ou partager les problèmes, en pensant que il va y avoir une corrélation avec peut-être les mettre en stigmatisation, peut-être même les fragiliser en nommant des problématiques. Ce qui, vous le comprenez bien,
peut amener assez rapidement une dégradation de la qualité de service ou même peut-être même mettre en risque suivant les métiers dans lesquels vous êtes. Alors dans l'étude Google qui a été faite, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont étudié près de 180 équipes sur la recherche de cette efficacité des équipes, corrélation, efficacité, cohésion d'équipe, en partant d'un premier postulat qui est la composition d'équipe. Le postulat était de prendre le plus de mixité possible, des meilleures origines en termes d'études, ce qui peut-être prévalait des niveaux d'intelligence et aussi des niveaux de motivation avec un fort niveau d'engagement. Ça n'a pas été probant, c'est-à-dire les résultats n'ont pas été en corrélation avec ces critères examinés de mixité, d'origine, d'études, d'intelligence, d'énergie. Par contre, quand ils se sont penchés sur le contexte de sécurité psychologique et on va le préciser, clairement, il y a eu un facteur probant de performance et d'efficacité, y compris dans la créativité et l'innovation. Alors évidemment, ça a été tout de suite, ça c'est ce qui sous-tend vraiment les autres facteurs que je vais vous nommer. D'autres facteurs sont arrivés derrière avec que chacun des collaborateurs possède et clairement en tête des buts clairs. Ça veut dire vision, objectif le plus clair possible, même dans un monde qui est volatile, puisqu'on a déjà parlé de VUCA. Des collègues fiables, c'est-à-dire des collègues sur lesquels on est sûr de pouvoir s'engager à délivrer, donc un niveau d'engagement, de fiabilité auprès des collègues, et de mener un travail qui a du sens, et donc que mes missions soient significatives pour atteindre les buts qui ont été présentés et adoptés. Là, on est sur... Mais les 4 facteurs sont vraiment importants, mais ces facteurs-là sont vraiment très faibles en corrélation avec le premier de ces 4 facteurs qui est la sécurité psychologique. C'est très important de l'entendre puisque c'est vraiment les résultats de l'étude qui ont été menés et aussi des travaux de Amy Edmondson. Donc je pense que vous avez compris. Voilà. Vous avez déjà compris, vous avez potentiellement peut-être bougé un petit peu des croyances que cette sécurité psychologique dépend beaucoup du courage, de l'expression des collaborateurs, peut-être dépend beaucoup du contexte ou des métiers ou des niveaux sociaux. Que nenni. Que nenni. On parle vraiment d'un contexte qui est partagé et dont le rôle du dirigeant et du manager est très important. Alors, concrètement, je vous avais parlé des 3P et je vous avais parlé de BDH pour garder un petit peu de suspense. Sécurité psychologique, c'est pas nouveau. J'interviens en accompagnement d'équipe depuis maintenant 1996. Et dans ma certification analyse transactionnelle pour les organisations, nous avons tout de suite, et nous travaillons, et nous avons abordé les 3P, c'est-à-dire protection, permission, puissance. Comment protéger, garantir une forme de protection, d'expression, de bienveillance, de droit à l'erreur, pour permettre une protection, permission, pour permettre une expression, pour permettre de oser, qui allait générer de la puissance. Alors, dans le concept de sécurité psychologique, on va encore un peu plus loin pour qualifier les droits à l'erreur, par exemple, et on va parler d'un triangle de bienveillance, droit à l'erreur, humilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fondement de toute organisation performante doit permettre de s'exprimer avec le respect des parties prenantes, doit permettre aussi, on va qualifier dans quelle mesure, mais doit permettre le droit à l'erreur, qu'on peut appeler le droit expérimenté, qui est un peu mieux vécu dans les organisations, le droit à l'erreur étant un mot qui est un petit peu, qui crée de la tension sur ce concept d'erreur, on va en parler, et l'humilité, aujourd'hui, qui est beaucoup développée dans des formations de leader servant, de manager de la management bienveillant, de manager coach,
On y reviendra dans les préconisations que je pourrais vous faire à la fin de ce podcast. Alors revenons sur droit à l'erreur. Donc droit à l'erreur, c'est important de s'y arrêter puisque je rencontre des managers qui quelquefois me disent « mais nous on a des challenges très élevés ». Donc droit à l'erreur, on ne peut pas non plus autoriser, il faut de la compétence, de l'engagement et de la performance. Oui, c'est évident que quand les niveaux de normes ou d'exigences sont bas, et que la sécurité psychologique est élevée, effectivement, il va y avoir une zone de confort. Donc, pour qu'il y ait une zone d'apprentissage et de résultats élevés, oui, l'exigence, la performance, les objectifs SMART, si vous voulez, ont besoin d'être en corrélation avec cette sécurité psychologique élevée. Là où il y a une problématique, c'est quand la sécurité psychologique est faible et que les attendus sont élevés. Ça crée de l'anxiété. Cette anxiété peut être même de la peur et c'est là où on a des zones de contournement ou d'évitement à mettre sous le tapis, voilà, les problèmes, et ne pas oser en parler. Quand le dernier cas de figure qui est moins rencontré, mais si les normes ou les exigences, les objectifs étaient bas et la sécurité psychologique était faible, là on aurait carrément un désengagement et des motivations. Alors parlons du droit à l'erreur, Droit à l'erreur, pour ce que je présente en séminaire d'équipe qui parle aux équipes quand on est dans... est-ce que quand on parle du droit à l'erreur, c'est du laxisme ? Oui, c'est du laxisme, mais ça peut être de la complaisance quand les erreurs sont évitables. C'est-à-dire quand il y a un écart entre ce que l'on sait que l'on doit faire par procédure, par habitude, par compétence, et que on le fait sans être arrêté, sans avoir à exprimer ou justifier même de pourquoi cette erreur-là. Oui, c'est évident que ça n'est pas souhaitable et ça n'est pas le droit à l'erreur comme on l'entend dans une organisation qui est en pleine évolution. Les droits à l'erreur peuvent être des erreurs complexes parce que vous êtes dans une période où les facteurs externes vous n'avez pas la main sur les facteurs externes. On pense par exemple à 2020-2021 avec toutes ces, par exemple dans le retail, quand il y a eu des arrêts de vente magasins où il a fallu mettre tout de suite des modes de drive qui étaient à la fois en sécurisation par rapport à la pandémie et en même temps qui maintenaient un service à la population et aux clients. Là, on était dans une période inédite, complexe, où le droit à l'expérimentation était inévitable. La dernière peut être les erreurs intelligentes, les erreurs qu'on commet lorsque l'on tente quelque chose de nouveau et d'innovant. Dans les services R&D, c'est quelque chose qui est très regardé et très recherché, c'est oser expérimenter une façon de fonctionner différente de l'habitude. Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas une acceptation du droit à expérimenter, au moins à penser différemment. Alors le dernier, vous l'aviez entendu, c'est l'humilité. C'est en corrélation avec, dans les derniers séminaires d'équipe, des équipes qui sont matures, qui sont compétentes, il y a cette érosion de l'humilité. Comme par hasard, si nous sommes compétents, nous ne pouvons pas, c'est un petit peu ce que je vois comme croyance, nous ne pouvons pas dire je ne sais pas. Nous ne pourrions pas dire j'ai des craintes par rapport à ça. Nous ne pourrions pas dire est-ce que j'ai besoin d'aide ? Est-ce que tu peux m'aider sur ce point-là ? L'humilité, c'est aussi accepter les confrontations de différences qui peuvent être dans le handicap, différences au niveau social, différences générationnelles, peu importe. Utiliser ces différences comme une forme d'expérimentation à penser autrement et dire je ne sais pas et je n'ai jamais rencontré ce cas de figure et ça, je souhaite m'enrichir de ça. Donc, en résumé, vous retenez sécurité psychologique, bienveillance, droit à l'erreur, humilité. Droit à l'erreur, j'ai reformulé des éléments pour qualifier les erreurs qui peuvent être évidemment apprenantes et intéressantes. Et l'humilité en corrélation avec des comportements qui sont des comportements apprenants. Il est temps peut-être de poser quelques questions pour mesurer cette sécurité psychologique au sein de votre équipe. Alors, il se trouve que vous pouvez répondre de 0 à 5 sur ces 7 items et noter que, je vous dirai à la fin, voilà, je vais vous les lire.
vous évaluez 0 à 5. 5 étant, vous allez voir qu'il y a des affirmations par le positif ou des affirmations par le négatif. L'idée étant de graduellement évaluer dans votre équipe ce qui est autorisé ou qui ne l'est pas. Premier élément de mesure, si tu commets une erreur dans cette équipe, elle sera souvent retenue contre toi. Les membres de cette équipe sont capables de soulever des problèmes et des questions sans concession. Deuxième affirmation. Troisième affirmation. Il arrive que les gens de cette équipe rejettent les autres parce qu'ils sont différents. Le rejet peut prendre la forme d'humour, de raillerie. Quatrième affirmation. On peut sans danger prendre des risques dans cette équipe. Cinquième, il est difficile de demander de l'aide aux autres membres de cette équipe. Sixième, personne dans cette équipe n'agirait délibérément de manière à saper mes efforts. Septième, quand je travaille avec les membres de cette équipe, mes compétences propres sont appréciées et employées. Et on ne parle pas que de compétences au sens de l'expertise, mais bien de la façon dont je m'exprime avec retenue ou spontanéité, créativité, peut-être en marge des fois de quelque chose d'un petit peu plus commun en termes de style. Voilà les 7 questions que vous pouvez, qui ont peut-être pu vous aider à identifier si dans votre équipe que vous managez, certains éléments peuvent être vécus comme des freins. C'est intéressant d'ailleurs parce que Amy Edmondson parle bien d'une voiture qui a tout pour bien avancer, mais qui ne dessert pas le frein à main. Et ça, c'est un point qui aujourd'hui est très coûteux dans un monde dont on a besoin, dont on sait qu'au niveau VUCA, voilà, tout est très accéléré, volatile, incertain, et donc et ambigu. On n'a peut-être pas, on va dire, ce luxe de pouvoir avancer avec le frein à main. Alors d'autres éléments qui peuvent aussi vous aider sont dans cette roue de la sécurité psychologique, c'est est-ce que nous sommes à l'aise pour reconnaître nos erreurs ? Est-ce que nous faisons des REX dans notre équipe, donc des retours d'expérience pour apprendre de nos erreurs ? Est-ce que nous avons des lieux, des moyens, des processus d'amélioration en termes de rituels d'amélioration pour partager nos points de vue différents ? Et que faisons-nous comment prenons-nous nos droits à expérimenter, notre droit à penser autrement, notre processus d'innovation et de prise de décision ? Est-ce que nous l'avons ouvert, partagé ? Est-ce qu'il est libre et impliquant pour tous ? Voilà d'autres éléments qui peuvent vous aider. Alors, évidemment, vous vous dites, c'est un petit peu conceptuel. Oui, c'est vrai à ce stade. Dans les conseils et suggestions, il y a deux podcasts qui peuvent vous intéresser que nous avons déjà produits. Il y a les 5 principes d'effectuation qui ont été développés par Nathalie Rocher et la mentalité fixe ou la mentalité en développement des travaux de Carol Dweck qui s'appelle « Booster l'innovation managériale » qui a été aussi développé par Nathalie Rocher, donc dans notre chaîne Développe ton zeste, bien sûr. Pour vous, en tant que manager, quelques conseils dans vos comportements qui peuvent être utiles pour enrayer et pour sortir peut-être de l'ornière et créer cette sécurité psychologique. N'écoutez pas que les bonnes nouvelles. Allez rechercher les pensées en minorité, les pensées critiques ou les alertes. En particulier, aiguisez votre écoute et votre observation des signaux faibles. Signaux faibles de tout genre. On n'a pas compris, on n'applique pas parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, on n'a pas confiance dans ce qui vient d'être mis en place.
Des tas d'éléments qui sont évidemment peut-être agaçants pour vous et néanmoins qui sont une source d'information de quelque chose qui ne serait pas dit et qui serait intéressant à écouter. À l'inverse, si vos collaborateurs ont une confiance excessive dans l'autorité, ça peut être votre autorité, ça peut être l'autorité gouvernance plus globale, et au point de ne pas penser par eux-mêmes et de manquer de discernement. Qu'avez-vous mis en place pour développer le parler vrai, développer ce qu'elle appelle l'extrême franchise? Parlez-vous des erreurs, parlez-vous des échecs, autorisez des retours d'expérience en équipe sur des résultats qui ne sont pas ceux qui étaient visés. Encouragez la transparence, ça veut dire ne pas cacher volontairement d'informations, ça ne veut pas falloir dire tout dire, mais en tout cas ne pas cacher volontairement. Autoriser des désaccords productifs sur des façons de penser, sur des marges de manœuvre, sur des moyens à mettre en place. Et surtout, encourager l'humilité et soyez le premier à engager cette expérimentation de « je ne sais pas, j'apprends, j'écoute ». Peut-être d'ailleurs des tips au niveau du vocabulaire que vous pourriez utiliser si vous ne le faites pas déjà. « Je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, j'ai fait une erreur, je suis désolé. Que puis-je faire pour t'aider? Quels sont vos soucis? » Si vous souhaitez en savoir plus, je peux bien volontiers vous encourager à aller plus loin dans l'auto-évaluation pour vous, managers, pour vous, dirigeants. Merci de me le demander en mode privé, en message privé sur LinkedIn. Corinne avec un R, un N, j'allais vous donner mon adresse mail, Corinne Lanepaban, Lanepaban, de Vista Partners, Symbolis Hello Coaching. Et des tips concrets qui vont encourager cette culture de façon plus collective. Évidemment, le développement par le biais de la formation, des co-développements, vraiment peer-to-peer, va encourager le fait d'apprendre ensemble, d'expérimenter, de partager. Des formations aussi en manager coach vont encourager ça. Les séminaires d'équipe avec, pourquoi pas, être autonome sur ce diagnostic que nous mettons à votre disposition sur à la fois une évaluation des processus en mode de délégation et à la fois 37 items sur l'efficacité, le fonctionnement d'équipe c'est vraiment un diagnostic à la pointe des dernières recherches en neurosciences sur l'efficacité de votre équipe que vous pouvez évaluer pendant 1 an. Donc, encourager sur les mesures qui vont vous aider à progresser dans la performance et la cohésion de votre équipe. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas, je suis à votre écoute et je serai ravie de vous renseigner et en tout cas au plaisir de vous retrouver pour un autre épisode de podcast sur Développe ton Zest. À très bientôt.